Bonjour à toutes et à tous, bienvenue de nouveau dans cette émission L'élu du coin. Alors on est aujourd'hui avec Olivier Berzane. Bonjour monsieur le maire. Vous êtes maire du 8e arrondissement. On va parler de votre arrondissement, de vos projets, etc. Vous êtes maire Europe Écologie Les Verts. Alors on a choisi un lieu qui est particulier dans votre mairie, qui est un bâtiment qui date des années 60, une grande hauteur sous plafond. Vous avez une petite anecdote sur cette mairie quand vous êtes arrivé? Petite anecdote, je me suis renseigné un peu quand je suis arrivé, je n'étais pas là quand elle a été construite. Effectivement, elle a été inaugurée, je crois, en 62. L'ancienne mairie d'arrondissement était une maison en bois sur la place du Bachut, qui a dû être déménagée pour aller dans un autre arrondissement, je crois le 9e de mémoire. Et à l'inauguration de cette mairie, il me semble que la presse, l'architecte de l'époque, disait qu'elle était sans doute la plus belle mairie de France. C'était probablement un peu présomptueux, mais en tous les cas, c'est ce qui s'affirme. Un bâtiment imposant, en tout cas, que les habitants du 8e connaissent bien. Alors, on va parler de vous, on va parler de vos projets, on va parler de vos initiatives, on va parler de votre arrondissement pour le découvrir. Vous avez un parcours, c'est toujours intéressant de se plonger dans le parcours assez... alors, je ne sais pas si c'est atypique, mais vous avez fait toute votre carrière, ce qui est quand même assez rare, dans une grande entreprise que les Français connaissent bien, qui est la SNCF, pour ne pas la nommer. Exactement. Comment est-ce qu'on fait toute sa carrière à la SNCF et qu'on arrive un jour et qu'on devient maire du 8e arrondissement? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la logique de l'engagement derrière? Écoutez, c'est assez simple. Un jour, on a 16 ans, on passe un concours, on est admis dans une grande entreprise comme la SNCF. Et à l'époque, c'était quelque chose d'être admis à la SNCF. Une énorme boîte. Et puis finalement, les choses se sont passées et je l'ai quitté l'année passée après l'élection ici, après 43 ans passés dans cette entreprise. Je suis rentré apprenti, j'en suis sorti directeur exploitation des gares d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté, avec un parcours qui m'a fait traverser des périodes de syndicalisme, des périodes de retour dans les études, puisque je me suis intéressé aux problématiques notamment des conditions de travail, donc le côté de l'être humain, en l'occurrence, m'a toujours beaucoup intéressé. Et comme je m'intéressais aux questions des conditions de travail via le syndicalisme, j'habitais à la région parisienne à l'époque, je me suis naturellement inscrit au Conservatoire des Arts et Métiers, et j'ai passé un diplôme en ergonomie et physiologie du travail, ce qui m'a permis derrière d'exercice métier, encore une fois dans cette entreprise, qui a cette capacité aussi à reconnaître et à permettre de faire des choses, pendant une dizaine d'années, avant de me dire, j'ai envie à nouveau de faire autre chose. Donc, je me suis inscrit dans un autre parcours professionnel, en prenant des responsabilités, en encadrant des gens, en me tournant vers d'autres métiers de l'entreprise. J'ai changé très souvent de métier dans cette entreprise. Pour finir dans notre région, et puis parce que vous êtes dans Lyonnais depuis une vingtaine d'années et dans le 8e arrondissement. Même plus qu'une vingtaine. Je suis arrivé à Lyon en 1992, pour tout vous dire. Et dans l'arrondissement, depuis maintenant, je disais 16 ans l'année dernière, donc 17 ans cette année. Le temps passe. Voilà. Alors vous l'avez raconté à demi-mot, mais toujours très engagé dans des associations, dans le syndicalisme. Vous avez même été, je crois, élu local dans une petite commune en Ile-de-France. Qu'est-ce qui a fait la bascule à un moment dans cet engagement vers le politique pour se présenter sur une liste? C'est quoi? C'est une espèce de prise de conscience écologique, j'allais dire, de l'avenir de la planète? C'est ça qui a matérialisé votre engagement? Alors, je crois que c'est un parcours, en fait, la politique. Effectivement, vous avez évoqué que j'ai déjà été élu local dans une petite ville en banlieue parisienne, une petite commune de 5500 habitants à l'époque. Cette époque, je militais effectivement dans un syndicat, j'étais membre du Parti communiste, donc je me suis retrouvé dans une commune communiste, élu communiste, tout simplement. Et puis j'ai quitté en fait la région parisienne, j'ai fait mes études, à la fin de mes études au Conservatoire des Arts et Métiers, je suis effectivement venu à Lyon. J'ai continué, en arrivant à Lyon à la politique, on se retrouvait, j'étais en 92, et puis ensuite est arrivée la période des élections de 2001, avec le Front National au deuxième tour des présidentielles. Et je me suis dit, je ne peux pas rester en dehors du champ politique, c'est pas possible, il faut réagir. Du coup, j'ai rejoint à cette époque le Parti socialiste, pour vous dire. Je militais dans la section du 2e arrondissement, dans laquelle il y avait Charles Fitterman d'ailleurs. Donc, je discutais avec Charles Fitterman. Ça parlera aux plus anciens. Voilà, ça parlera à quelques personnes. Et puis, je suis venu ensuite m'installer dans cet arrondissement il y a 17 ans. J'ai eu mes enfants, j'ai effectivement coupé avec la vie politique.
je me suis consacré davantage à ma carrière professionnelle qu'à la vie politique. Mais en même temps, la question environnementale est venue en moi, en fait. Elle m'a interrogé, simplement parce que je voyage, parce que j'adore voyager, j'adore les grands espaces, j'adore la nature, j'adore faire des treks, faire des randonnées. Voilà. Et quand on voit l'état de la planète, quand on voyage un petit peu, on se dit que ce n'est pas possible de continuer à la maltraiter de cette façon. Et quand on vit, après, au fil des années ici, ce que l'on vit chaque été, ce que l'on vit au quotidien, quand on vit la masse des embouteillages, des voitures, de la pollution, ben là, il était nécessaire de réagir. Donc cette conscience écologique est montée déjà depuis un long moment. Et elle vous a amené à l'engagement un peu plus politique. Elle m'a amené à l'engagement à l'occasion des dernières élections européennes, en l'occurrence, où là, je me suis dit, ben, je franchis le cap et je vais adhérer à Écologie Les Verts et m'engager à nouveau. Souvent, on peut dire qu'il y a pas mal de personnes peut-être qui ont cette conscience écologique, mais qui ne s'engagent pas forcément dans le parti écologiste. Pourquoi est-ce que vous avez pensé que c'est plus important pour l'action politique, pour l'action publique, d'être engagé quelque part dans ce parti? L'envie d'agir. L'envie d'agir, tout simplement. Alors, d'ailleurs, tous les gens qui sont élus avec nous ne sont pas forcément engagés dans le parti, hein, n'ont pas leur carte, hein, bien entendu, même s'ils ont cette conscience écologique, comme quoi on peut aussi agir sans être engagé. Ma façon à moi de faire, c'est de contribuer aussi à la vie d'un parti politique et donc d'aller à fond dans l'engagement. Je fais rarement les choses à moitié, donc j'y vais à fond. Et puis, bien sûr qu'il y a plein de personnes qui ont une conscience écologique, et heureusement, on n'aurait probablement pas été élu sans cette conscience qui est en train de monter dans la société. Et on la prend comme telle, mais du coup, ça nous engage vis-à-vis d'eux. Et moi, la politique, ben, j'y retourne, et puis c'est arrivé à un moment où j'arrivais à la fin de ma carrière professionnelle, ça tombait parfaitement, j'avais à nouveau du temps à consacrer à un autre engagement, une autre phase de ma vie. Alors justement, on va parler un peu et on va découvrir, parce que l'objectif, c'est aussi de venir sur site et de découvrir les arrondissements de Lyon et puis l'ensemble des communes de la métropole. Mais ce 8e arrondissement, si vous deviez nous en faire une sorte de carte postale, nous raconter comment il est, comment vous le décririez aujourd'hui? 8e arrondissement, c'est le 2e arrondissement le plus important de la ville, hein. On estime qu'il y a à peu près 90 000 habitants. Le dernier recensement en donne 88 000, mais il date déjà de 3 ans, donc on pense qu'on est plutôt à 90 000, voire probablement un peu plus. C'est un arrondissement qui a une croissance de population continue, hein. Il a pris 15 000 habitants ces 10 dernières années et il continue à prendre 1 000 à 1 500 habitants chaque année. En même temps, c'est un arrondissement dans lequel il y a une population qui est assez jeune. 25% des habitants ont moins de 19 ans. 15% ont plus de 65 ans. Donc on a une population qui globalement est jeune et active, mais avec un taux de chômage assez important, supérieur à 10%. Donc ça pose une question. Une part de logements sociaux la plus importante de la ville, 36% de logements sociaux sur l'arrondissement. Un revenu qui n'est pas très élevé, hein, le revenu médian est inférieur à 20 kg € par an. C'est quand même, voilà, ça pose donc des vraies poches de difficultés sociales, hein, de pauvreté entre guillemets. Et puis un arrondissement en même temps qui est très divers, avec 6 quartiers qui ont certains se ressemblent un peu plus que d'autres, mais c'est vrai qu'entre le quartier de Montplaisir et puis le quartier de Mermoz aux États-Unis ou de Grand Tremont-Lavant ou de la Hennec, entre le pôle de santé d'un côté, des quartiers 100% logements sociaux comme à Mermoz, et ainsi de suite, ben ce n'est pas les mêmes situations et les gens ne vivent pas tout à fait les uns et les autres. On peut avoir le sentiment de ne pas vivre dans le même arrondissement. C'est ça, il y a presque plusieurs arrondissements. Il y a presque plusieurs arrondissements. Avec ce puzzle un peu, où c'est très composite, très interlope et avec des vrais enjeux, quelles ont été vos priorités, vous, en tant que maire d'arrondissement? Qu'est-ce qu'il y avait dans votre projet, dans votre programme, pour faire face à un certain nombre de situations telles que vous les évoquez? Moi, je suis arrivé il y a presque un an maintenant. Hein. On a pris le temps d'abord de visiter l'arrondissement, de rencontrer beaucoup de monde, les structures, les écoles, les associations, les entreprises, les gens, d'écouter ce qu'ils avaient à leur dire. Moi, j'ai noté un profond sentiment dans un grand nombre de situations, de quartiers d'oubli et d'abandon. Quartier des États-Unis, par exemple. Donc de très fortes attentes vis-à-vis de nous, vis-à-vis des engagements qu'on a pris, à tel point qu'on a des gens qui nous écrivent « mais vous êtes engagés à, quand est-ce que vous le faites ?» Mais on ne peut pas tout faire d'un coup. Ça nous a conduit à construire et à finir d'alimenter ce qui a été voté au mois de mars dernier, le plan de mandat et le plan d'investissement.
On avait un programme et des idées, mais... Vous êtes allé confronter sur le terrain pour l'élaborer. De le confronter au terrain et de le conforter, de l'élaborer pour être sûr qu'on n'allait pas dans une direction qui ne corresponde pas à la réalité des besoins, en l'occurrence. Ça s'est concrétisé par un vote dernièrement de plus de 150 millions d'euros d'investissement au bénéfice du 8e. Mais ce n'est pas les investissements qui vont tout faire. Tout le reste, c'est ce qu'on va pouvoir faire comme conduite de projet pour réduire la difficulté sociale qui existe dans l'arrondissement et en refaire un arrondissement agréable à vivre. C'est ça votre objectif, agréable à vivre. Et puis en ayant quand même des priorités de l'ordre, j'allais dire, écologique évidemment. Je crois que votre première mesure, on l'évoquait en préparant cette émission, votre première décision symbolique comme maire, ça a été de piétonniser, c'est ça, une rue devant une école. On a été élu le 12 juillet dernier et effectivement, la rentrée scolaire avait déjà été préparée, bien entendu, on l'a finalisée, mais elle avait été préparée. Et on avait fait pendant la campagne de la ville des enfants un marqueur fort. Et donc on souhaitait vraiment montrer dès la première rentrée scolaire la mise en place de ce marqueur par la piétonisation d'une rue devant une école. Ça a été le cas devant l'école Édouard Herriot, qui est un petit morceau de la rue Bataille en l'occurrence, qu'on a fermé. Et ce qui était intéressant, c'est que quand on a discuté de ça avec la direction de l'école, ils attendaient ça depuis 10 ans déjà. Ils nous ont dit c'est quand même incroyable, on l'attend depuis 10 ans et en 15 jours vous arrivez à faire ce qu'on attend et ce qu'on souhaite depuis aussi longtemps. Donc c'est bien que la volonté politique de faire quelque chose, ça existe et ça a du résultat. Et ça permet de faire avancer les choses, parce que ce n'est pas non plus forcément évident. Hein, quand on échange avec vos collègues maires d'arrondissement, on sait qu'une mairie d'arrondissement, c'est un système un peu particulier en France, mais ça n'a pas forcément toujours les mêmes moyens qu'une mairie de plein exercice, et en tout cas, c'est assez dépendant de la mairie centrale, entre guillemets. Alors comment est-ce que vous arrivez à faire des choses quand même, malgré ces difficultés un peu d'organisation et de gouvernance? Vous avez entièrement raison. Une mairie d'arrondissement, ça quasiment pas de budget, un très faible budget, ça a les budgets nécessaires à faire fonctionner les équipements transférés, les crèches, quelques salles associatives et ainsi de suite. Et puis ça a un tout petit budget d'investissement pour faire des petits travaux. Donc c'est pas là que se situe l'action principale d'une mairie d'arrondissement. Et tout le monde ne le sait pas, ça d'ailleurs. Tout le monde pense que c'est bien de rappeler comment ça marche. 90 000 habitants, on doit avoir un budget faramineux. Pas du tout le budget. Donc ça ne veut pas dire que ça se joue ici. Ce qui se joue, c'est la manière dont on travaille entre l'arrondissement, le maire de la ville et les adjoints qui sont en charge des délégations au niveau de la ville. C'est ça qui se joue. La mise en place, par exemple, de la conférence des maires d'arrondissement par le maire de la ville, qui était un engagement de campagne, permet d'avoir une instance de gouvernance commune entre tous les arrondissements et le maire de la ville. Et puis la manière dont on a travaillé à la construction du plan d'investissement et du plan de mandat avec chacun des adjoints dans les séminaires qu'on a fait qu'en fait, il n'y a plus de distance entre l'arrondissement et la ville. Et je crois que c'est un changement important par rapport à avant où tout était centralisé en termes de décision. Et si vous reprenez les différents conseils municipaux qui se sont passés depuis le début du mandat, ça a été dit d'ailleurs, y compris par Gérard Collomb, qu'il faut, mais votre volonté de décentralisation, il reste quoi comme pouvoir au niveau de la ville? Mais c'est une autre façon de penser la gouvernance pour nous. Ce n'est pas une histoire de pouvoir de la ville sur les arrondissements ou inversement, c'est une histoire de travail ensemble, tout simplement, pour le bien de tous les arrondissements, de tout le monde. Des habitants. Et y compris des deux arrondissements d'opposition qui sont dans la CMA, qui en font partie. Ils ne sont pas mis à l'écart, ils sont invités aux conférences des maires d'arrondissement avec nous. Alors on va parler de tas d'actions concrètes et précises, mais puisqu'on était sur les investissements, je crois qu'il y en a un qui vous tient à cœur et qui raconte aussi ce que vous évoquez sur le sentiment d'abondant. Il y a notamment un projet de piscine, c'est ça Cet arrondissement, je l'ai dit, il a 90 000 habitants. Quelle ville en France de 90 000 habitants n'a pas une piscine? Je ne crois pas que vous en trouverez, forcément. Et c'est d'autant plus nécessaire qu'on a une obligation légale, qui est que les enfants à l'école élémentaire apprennent à nager. Moi, je suis vice-président aussi du Centre nautique communal. Bientôt, peut-être. De Vénissieux. Je pense que ça fera très plaisir oui. à ma collègue de Vénissieux que je dise international. Les créneaux ne suffisent pas pour accueillir tout le monde. Donc on a quelques piscines aussi dans la ville, mais pour autant, il y a 36 écoles, il y a 18 groupes scolaires dans cet arrondissement. Donc imaginez, 18 groupes scolaires, ça fait une masse d'enfants en termes de créneaux qui est importante. Et on n'arrive pas à répondre à ça. Donc là, le besoin d'une piscine, tant pour les enfants que pour les habitants, parce que le projet qui a été pensé avant qu'on arrive, c'est que cette piscine n'était pas ouverte aux habitants. Donc on a modifié ce projet pour que les habitants puissent
profiter de ce bien public. À quelle échéance ou horizon? Alors on sera plutôt, du coup, elle n'est pas construite encore. Non, il faut un peu de temps. Voilà, on sera plutôt, on pense, sur la fin du mandat, probablement 2025. Quoi. Bon, on suivra ça. Pour le temps de construire. Dans les choses plus faciles, plus concrètes, plus immédiatement simples à mettre en place, donc par rapport justement au constat que vous faisiez de cet arrondissement, il y a plein de sujets. Je suppose que l'emploi, les questions de logement, l'inclusion, je sais que par exemple vous avez travaillé sur cette expérimentation, le territoire zéro chômeur. Vous pourriez nous raconter un petit peu pourquoi c'est important pour un arrondissement comme le vôtre, par exemple? Alors, ce qu'on veut travailler, c'est toutes les actions qui vont permettre de réduire les difficultés sociales présentes dans l'arrondissement. C'est essentiel. Le territoire zéro chômeur de longue durée, c'était un engagement de campagne. On a écrit dans le programme du 8e qu'on créera un territoire zéro chômeur de longue durée. On a 3 quartiers politiques de la ville sur l'arrondissement. Mermoz, Langlais-Santi, Grand Trou, Moulin-à-Vent. Sur Langlais-Santi, on a une des poches de misère encore de difficultés sociales les plus importantes de la ville. C'est un territoire qui va être en rénovation urbaine. Donc on va détruire des bâtiments pour en construire des tout neufs. La réflexion qu'on a, c'est de se dire à quoi bon détruire des bâtiments pour en construire des neufs si dedans on remet les mêmes difficultés. Donc on va multiplier les actions sur ce même territoire pour essayer de donner du travail aux gens. Donc le territoire zéro chômeur, il a pour finalité de donner du travail à tous ceux qui en sont privés depuis longtemps et qui n'ont pas accès au marché de l'emploi classique. Voilà. Donc le projet est très avancé. On va candidater, je pense, d'ici la fin de l'année, quand les décrets ministériels vont sortir et vont permettre de le faire. J'ai bon espoir qu'on soit sélectionné et qu'on avance sur ce territoire urbain. Parce que c'est vrai qu'on est plutôt habitué en territoire ruraux, mais pas en territoire urbain. Mais ce n'est pas tout. Sur ces mêmes quartiers, on a candidaté à un appel à projet avec la mission Entrée-Est et la direction territoriale de quartier fertile, qui est pour développer l'agriculture urbaine. Donc sur ce oui, parce que je suppose que c'est quand même des marqueurs un peu écolos. Qu'est-ce que vous faites qui va faire une différence, en fait, sur ces quartiers? Comment est-ce qu'on végétalise davantage? Est-ce que vous avez des projets qui racontent aussi votre engagement écologiste? Oui, c'est ce que je vous dis. Sur cette agriculture urbaine, on va ouvrir dans un ancien parking de la Sacvel une champignonnière, une production on dit 20 tonnes par an. Les gens vont pouvoir acheter. Là, le circuit court, il n'y a pas plus court, quoi. C'est pas possible. C'est dans le quartier, ils vont pouvoir acheter. Dans ce quartier, ils vont pouvoir aller chez l'épicerie solidaire qui va s'ouvrir, VRAC et Récupé Gamel, une cantine solidaire, pour acheter directement en vrac leurs produits à des tarifs sociaux en plus. Donc c'est ça le développement aussi qu'on a, notre vision du développement de l'écologie dans l'arrondissement. Ces quartiers, on va fortement augmenter la part de végétalisation. On est dans des endroits totalement minéraux, avec des avenues très larges, où il n'y a pas beaucoup d'arbres, où il n'y a pas beaucoup de végétation, donc on va le faire. On a une école à côté qui s'appelle l'école Giono, qui a une cour dans laquelle on a abattu tous les arbres. Alors, pour des bonnes causes, parce que des bonnes raisons, ils étaient nécessaires de les abattre. Mais donc, on va déminéraliser ces cours d'école pour les revégétaliser, pour remettre de la verdure, pour repenser l'utilisation par les enfants, l'aménagement par les enfants avec les équipes éducatives. Donc, c'est ça le projet qu'on a, c'est ça le travail qu'on fait. Des choses concrètes qui dépendent directement de vous, entre guillemets. Alors, en revanche, il y a un sujet qui est malheureusement d'actualité, qui a priori ne dépend pas de vous, mais je suppose que vos administrés viennent vous en parler. On est beaucoup en ce moment sur des questions et des enjeux de tranquillité, mais même de sécurité publique. Qu'est-ce que vous, en tant qu'élu du 8e, en tant que maire, vous pouvez faire et comment vous vous emparez de cette demande de vos administrés? Vous avez raison de dire au départ, et pas raison, ça ne dépend pas de vous. Oui, ça ne dépend pas de moi, je ne suis pas le ministre de l'Intérieur. Je ne dirige pas les forces de police et je ne décide pas des effectifs de police. Très clairement, j'adorerais en avoir beaucoup plus présents sur l'arrondissement. On a une police municipale dont les effectifs sont en croissance puisqu'on en a recruté davantage, enfin voté le recrutement davantage, même si le recrutement n'est pas si simple parce que c'est un métier très difficile et il faut qu'on les encourage et qu'on les soutienne. Pour autant, au niveau de l'arrondissement, on peut faire énormément de choses. Tous les mois, on se voit avec la police municipale, la police nationale, les renseignements territoriaux, pour faire un point sur les problématiques de sécurité et de tranquillité publique de l'arrondissement. On a des points avec les bailleurs sociaux, des points mensuels avec les bailleurs sociaux. Parce que les bailleurs sociaux, je vous dis, il y a 36% de logements sociaux dans l'arrondissement. Grand Lyon Habitat, c'est 18 000 logements sur l'arrondissement. Ça vous donne une masse de trucs. Eux, ils connaissent les situations précises qu'ils vivent dans les immeubles, dans les bas d'immeubles, dans les caves,
Quand on parle des rodéos, par exemple, le fait de discuter avec les bailleurs sociaux, ça nous permet aussi d'identifier à un moment les lieux de stationnement, par exemple. Ça nous permet d'aller saisir, ça permet à la police d'agir, en fait, sur ces questions. Et ça permet aussi d'identifier les problématiques qui sont liées au trafic, qui sont liées à l'intranquillité, qui sont liées au squat de cages d'escalier, et ainsi de suite, qui pourrissent la vie des gens. Parce que c'est ça, la tranquillité publique. C'est ce qui, au quotidien, pourrit la vie des gens. Et donc ce travail, on le fait. On a des points sur les conflits de voisinage. C'est important de régler ces situations parce qu'on a des gens qui habitent dans des situations, et on l'a vu avec le confinement, rester enfermé entre voisins quand on a les pratiques ne sont pas toutes les mêmes, c'est des fois difficile. Et puis on a mis en place, j'ai mis en place, depuis qu'on est arrivé, des points de prévention par quartier. Il y a 6 quartiers dans l'arrondissement. Dans chaque quartier, on réunit toujours les acteurs police nationale, municipale, renseignements territoriaux, mais aussi les acteurs de la prévention, la sauvegarde 69, les médiateurs sociaux, et puis les acteurs, les écoles, les collèges, les lycées, les MJC, les centres sociaux. Voilà. Les gens qui vivent tous les mêmes situations, mais qui ne sont jamais réunis pour en parler. Ce qu'on évoque là, c'est un peu la notion de ce fameux continuum de sécurité. C'est-à-dire que tout le monde participe de près ou de loin aujourd'hui, le régalien, mais aussi le local, le privé, le public, etc. Et que tout le monde puisse au moins mutualiser et coordonner ses efforts dans le même sens. C'est un peu ça. Et du coup, vous animez un petit peu cette... C'est exactement ça. On anime ça et on permet un partage du diagnostic, déjà, qu'on soit bien tous d'accord sur la réalité de ce qui se passe. Et puis, derrière, quelles sont ensemble les actions de prévention qu'on peut mettre en place? Parce que moi, je crois qu'il est nécessaire d'avoir à la fois le volet répressif, parce qu'il n'est pas question de laisser une minorité pourrir la vie de la majorité. Donc quand les actes arrivent à un point où ce n'est pas possible pour les gens, il faut du répressif. Et il n'y a pas d'angélisme de ma part sur le sujet, il faut du répressif. Mais il faut aussi qu'on fasse de la prévention. Il faut aussi qu'on travaille des sujets de fond dans chacun des quartiers. Et là, les structures nous aident beaucoup, et là, elles sont utiles. L'école est utile, les MJC, les centres sociaux, les acteurs sociaux, les médiateurs, eux sont utiles. On le voit, beaucoup de projets lancés, etc. On va prendre un peu de hauteur, parce que quand on arrive et quand on est maire, on a aussi une vision pour son arrondissement, on a une envie pour l'emmener quelque part. Si on se projette vers la fin de votre mandat, dire, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous, ou comment vous aimeriez avoir fait évoluer cet arrondissement dont vous êtes maire? Je vous le disais au début, c'est un arrondissement très divers avec 6 quartiers, qui sont chacun chez eux. Si on arrive à recréer un commun, c'est juste le terme, un commun de l'arrondissement, on aura déjà gagné quelque chose. Chacun est enfermé quand même dans son quartier. On a dans cet arrondissement, on n'en a pas parlé, des structures culturelles de premier ordre. C'est vrai. On est juste à côté, parce que la mairie est collée à la Maison de la Danse. Alors, parlons de la Maison de la Danse. La Maison de la Danse, vous le savez, on l'a évoqué rapidement, on va construire dans le 8e les ateliers de la danse, qui étaient prévus à Guimet et qui finalement, au regard du coût, seront construits juste à côté, à 200 mètres de la mairie ici. Pour nous, ça doit être un outil fantastique d'ouverture sur l'ensemble des quartiers de l'arrondissement. Et c'est des discussions qu'on a avec Dominique Hervieux, et c'est sa volonté aussi, c'est que ce soit un outil qui serve à l'ensemble de l'arrondissement. Je travaille et je discute régulièrement avec l'Institut Lumière de la même façon, qui a aussi cette volonté d'ouverture sur l'arrondissement. Donc c'est intéressant si à la fin du mandat, on arrive à faire ensemble, en sorte aussi que l'ensemble des structures profitent bien à tous les habitants et tous les habitantes de l'arrondissement. Et puis on a plein d'autres petites structures culturelles, le nouveau théâtre du 8e, le NTH8 qui est dans le quartier des États-Unis, qui fait un travail intéressant aussi. Plein de petites compagnies qu'on est en train de faire travailler dans le cadre du plan ONSEM par exemple, qui font un travail de profondeur. Donc cette mixité culturelle et cette ouverture est nécessaire. Moi je serais heureux quand on verra une majorité des cours d'école débitumés, végétalisés, quand on verra des espaces plantés bien plus importants. C'est un arrondissement qui n'a pas de parc. Donc on a besoin de remettre la végétation partout où on peut la mettre dans l'arrondissement. Il faut multiplier. Je serai heureux quand on aura apaisé les grands axes de circulation, quand on aura réaménagé l'avenue des Frères Lumière, ce qui est prévu et ce qu'on va faire. On va commencer les concertations dans les mois qui viennent, parce que c'est un axe circulant, extrêmement minéral, c'est un cœur de quartier extrêmement vivant, et il a besoin d'être apaisé. Je serais heureux quand on aura remis dans chaque cœur de quartier les commerces nécessaires à la vie du quartier. Ce n'est pas normal que dans un quartier comme les États-Unis, qui a un musée urbain internationalement reconnu quand même, qui reçoit des cartes de touristes, vous ne pouvez même pas aller boire, il n'y a pas un restaurant, il n'y a pas... voilà.
voyez, c'est important de remettre de la vie dans les cœurs de chacun des quartiers. Voilà. Et là, je serai heureux et on aura réussi quelque chose. Et enfin, je serai surtout heureux si lors des prochaines élections municipales, on est passé de 30% de votants à 40 ou 50% de votants. On aura probablement réussi à réaccompagner quelqu'un. Et ça veut dire que ça repose aussi sur toute la démarche de la vitalité démocratique qu'on est en train de reconstruire. On ne cesse d'avoir des nouvelles adhésions dans les conseils de quartier. C'est bien qu'il y a une attente de participation de la part des gens à la vie de leur arrondissement. Eh bien, on reviendra voir ça alors. Avec plaisir, et je vous accueillerai avec plaisir pour faire un petit bilan de tout ça. Merci beaucoup, monsieur le maire, en tout cas pour votre accueil. On a été ravis de mieux découvrir le 8e arrondissement. Et quant à vous, merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de l'Élu du coin. Au revoir.